Je me permets le good morning avec le bel accent du matin. Vous êtes bien installé ? Ça va, oui. Parfait, nickel. Vous êtes responsable, vous êtes enseignante. Qui êtes-vous, Alors, Virginie ? les deux. Je suis directrice du département d'anglais depuis tout récemment. Et puis, je suis enseignante aussi, enseignant-chercheur. En fait, je fais de l'enseignement et de la recherche. Moi, je suis plus spécialisée en littérature anglophone et littérature de jeunesse, ainsi que la traduction. Et voilà, je viens présenter le département d'anglais dans son ensemble. Alors, quelque chose me dit que dans le département d'anglais, on fait de l'anglais, mais on fait quoi ? Oui. Alors, en fait, il y a deux grandes branches. Pour parler d'abord de la licence, parce qu'on a aussi un master. Donc, il y a l'anglais LLCER, qui veut dire langue, littérature et civilisation étrangère. Et on a aussi, au sein du même département, donc ça c'est une spécificité du Havre, puisque dans certaines universités c'est séparé, on a aussi l'ELEA, donc langue étrangère appliquée. Quelle est la différence entre ces deux parcours ? Alors la différence c'est que pour les élèves de lycée qui sont vraiment des anglicistes purs et durs, qui aiment notamment non seulement la langue mais aussi la civilisation et la littérature, on conseille d'aller plutôt en LLCER. Alors que pour ceux qui ont d'autres langues qui sont importantes pour eux aussi, il faut que ce soit des langues asiatiques. Au Havre, on a donc le LEA qui est plus tourné vers le monde contemporain, plus vers le monde de l'entreprise aussi, vers l'économie. Donc c'est vraiment une approche différente de l'anglais. Et ce qui est très spécifique au LEA du Havre, c'est que c'est non pas deux langues comme habituellement, anglais et une autre langue, c'est anglais plus deux langues asiatiques. Donc il y a des relations extrêmement importantes au sein de l'Université du Havre, avec l'Asie notamment, pas que, mais avec l'Asie. Et donc le LEA, c'est deux anglais plus deux autres langues. Donc ce sont des étudiants évidemment qui sont de très bons linguistes et qui plus tard pourront peut-être bifurquer vers des échanges, plus les échanges commerciaux, etc., le monde dans l'entreprise, mais pas nécessairement. Alors qu'en anglais LLCE, on se tourne plus vers l'enseignement. Il y a d'autres débouchés bien sûr, mais là on est plus focalisé sur l'anglais, même si on peut prendre une option bien sûr d'autres langues. Sur ces langues asiatiques, autant l'anglais avant d'arriver à la fac, on l'a étudié dans 99% des cas. Sur les langues asiatiques, est-ce qu'on peut être novice quand on arrive à l'université ? Alors, c'est possible. Évidemment, il vaut mieux en avoir fait un petit peu. Mais c'est possible. À ce moment-là, si on est novice, on ne peut pas commencer directement en LEA. Donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est que la personne s'inscrive en LLCE en première année et prenne comme langue vivante 2, une langue asiatique qui va pouvoir travailler de façon à ne pas avoir un niveau 0, de façon à la fin de la première année à avoir déjà un niveau intermédiaire ou du moins faux débutant. Et il y a un système de passerelle qui permet de passer à la fin de la première année en LEA, en rattrapant bien sûr les cours qui sont spécifiques au LEA, c'est-à-dire l'économie, des cours liés à l'économie. Donc c'est une possibilité, effectivement. Quand on rejoint la filière anglais, on oublie le français pour l'entièreté des cours. Comment tout ça s'articule ? Alors, pas du tout en fait, parce que déjà on a, ce qui permet de faire une transition un peu douce, il y a des cours de français pour anglicistes et c'est extrêmement important parce que quelques métiers qu'on fasse plus tard, de toute façon nos étudiants dans leur grande majorité auront aussi besoin d'avoir un français qu'ils savent manier. Donc il y a encore du français et puis
Ce qui est un peu spécifique aussi au supérieur par opposition, c'est pas une opposition en fait, c'est une continuité avec le lycée, c'est la traduction. Parce qu'en France, dans les départements d'anglais, on fait beaucoup de traductions. Alors en LLCE, ça va être de la traduction plutôt de textes littéraires. En LEA, ça va être de la traduction de textes plutôt journalistiques. Et donc, effectivement, voilà, il faut en traduction non seulement avoir un bon anglais et comprendre l'anglais, mais savoir bien rendre les mots anglais en français. Et donc, c'est vrai que, bon, moi je fais beaucoup de cours de traduction, et c'est vrai que j'insiste sur l'excellence du français en plus de celle de l'anglais. Où se place dans une formation en anglais l'oral et l'écrit? À quel dosage on parle, à quel dosage on écrit? Alors les deux sont extrêmement importants, et la chance qu'on a ici au Havre, c'est qu'on n'a pas des groupes énormes. En TD, on a des groupes qui ressemblent à des classes de lycée, voire plus petits quelquefois. Donc on peut vraiment faire pratiquer l'oral à nos étudiants. En fait, pour parler de l'anglais, il y a 3 grandes branches en fait dans les études d'anglais. On peut dire qu'il y a tout ce qui a trait à la langue. Donc ça comprend non seulement la grammaire, la traduction, mais aussi l'expression orale et écrite, la compréhension orale et écrite. Donc on travaille pas seulement l'expression, mais aussi la compréhension avec des enregistrements. Donc voilà, on travaille ça. Et puis l'écrit est très important traditionnellement. En LLCE, on apprend à faire des commentaires, que ce soit en civilisation ou en littérature. On apprend à faire des dissertations. Mais je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne plus d'importance à l'oral. Et d'ailleurs, les étudiants ont un beau niveau en général à l'oral, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les séries qu'on regarde en anglais. Donc voilà, mais on travaille les deux. Je ne pourrais pas vous donner une proportion. C'est vrai que aussi parfois il y a des cours où on propose des exposés et les étudiants n'ont pas tellement envie d'en prendre, donc on essaye de les inciter. Mais les deux sont extrêmement importants. Et puis comme on les incite aussi à voyager, et ça c'est quelque chose qu'on organise en partenariat avec l'ADRI, Direction des Relations Internationales, il faut qu'ils pratiquent leur anglais, et ce séjour en pays anglophone sera évidemment complémentaire avec ce qu'ils auront fait à la fac. Avant de partir voyager, on va y revenir sur cette partie voyage. Vous parliez des petits groupes. C'est beaucoup de TD, très peu d'amphi, si on comprend bien aujourd'hui la formation en anglais? Alors, les formations, bon, c'est pas que pour l'anglais, mais c'est vraiment divisé entre cours magistraux, qui sont comme des leçons, où c'est un peu plus le prof qui parle, et les TD, donc les travaux dirigés, qui sont en fait une application de ce qu'on a vu en leçon ensemble. Quelquefois d'ailleurs, on a un cours de 2 heures où on fait un peu plus de cours magistral, et ensuite plus de pratique en fait, où on applique ce qu'on a vu. Donc pour les TD, alors c'est pas forcément dans des amphis les cours magistraux, c'est vrai que ça arrive, mais ça peut être, comme on a encore une fois des effectifs assez raisonnables, ça peut être dans des grandes salles. Et puis ensuite, en première année notamment et en deuxième année, il va y avoir plusieurs groupes de TD où on va vraiment appliquer. Là, c'est plus l'étudiant, ça part de l'étudiant qui va travailler, qui va faire des exercices, qui va proposer un plan par exemple pour un commentaire, faire un exposé, etc. On arrive au voyage, on s'évade. Quel est le principe de ce voyage à l'étranger? Alors, traditionnellement, dans les formations en anglais, moi j'y crois beaucoup, c'est très important que pendant son cursus, l'étudiant puisse partir, ou à l'issue de son cursus, puisse en fait appliquer tout ce qu'il a appris et se perfectionner en allant dans un pays anglophone, ou du moins dans un pays étranger où il y a des cours en anglais. Donc il y a différentes possibilités, on essaie vraiment de les inciter à partir. C'est vrai que
Dans les études d'anglais en général, il y a eu un petit peu un ralentissement de ces échanges au moment du Covid, au moment du Brexit, et bon, on a commencé à avoir des étudiants qui se repliaient un peu sur leur maison, sur chez eux, et qui avaient moins envie de partir. Donc là, on essaye vraiment progressivement de redévelopper ça, de les inciter à partir. Donc on travaille en contact étroit avec la direction des relations internationales, comme je vous disais, et il y a plusieurs formes de séjour à l'étranger. Ça peut être en Erasmus. Donc en Erasmus, on part soit pour un semestre, soit pour toute l'année. Et là, on suit des cours dans l'université étrangère. Donc ça peut être en pays anglophone, ou comme c'est plus difficile maintenant que ce soit avec les États-Unis ou avec le Royaume-Uni, où le Brexit a interrompu beaucoup de choses, mais c'est en train de se redévelopper finalement. Ça peut être aussi d'autres pays. On essaye de développer des accords avec d'autres destinations où les étudiants pourront suivre des cours en anglais et valider en revenant leur CTS, en revenant à la fac du Havre. Ensuite, il y a une solution qui est très intéressante pour les étudiants d'anglais, que ce soit en LCE ou en LEA, c'est l'assistanat, c'est-à-dire qu'on va enseigner le français dans un pays anglophone. Et donc là, on a une réunion la semaine prochaine, surtout pour nos L3, mais aussi pour les L2, parce qu'on peut partir soit à l'issue de la L2, soit c'est ce qu'on recommande plutôt à l'issue de la L3. Et donc là, il s'agit d'enseigner. Alors on a un professeur qui aide, mais enseigner dans un établissement scolaire sa propre langue. Donc il faut justement des étudiants qui aient aussi un bon niveau de français. Et là, c'est souvent des petits groupes de conversation où on fait des jeux, etc. Mais ce sont des choses qui sont extrêmement bénéfiques pour les élèves parce qu'ils ont des jeunes avec eux qui leur présentent la culture de leur pays. Sur ces départs à l'étranger, je suppose que le service mobilité internationale de la fac aide les étudiants à construire leurs projets. Oui, il y a beaucoup d'aides. Alors nous, parfois, on les aide à intervenir dans nos cours. Par exemple, il y a aussi un master dont j'aurais dû parler dès le début, puisque c'est un master qui existait mais qu'on a renouvelé, donc qui est vraiment dans la continuité. Ces étudiants veulent aussi partir. Donc effectivement, oui, c'est une possibilité et on les incite aussi, soit le service des relations internationales, ça s'appelle la direction maintenant, des relations internationales, vient nous voir dans les classes pour expliquer comment ça se passe, soit nous on envoie les étudiants ponctuellement pour qu'ils prennent des informations, et il existe beaucoup de bourses qui s'adaptent aux différents cas particuliers de nos étudiants. Ils sont aidés effectivement. Vous avez évoqué le master. En mot de la fin, on peut peut-être ouvrir sur le fait que cette licence de droit parcours 1 ou parcours 2, je vais le dire comme ça, amène souvent une poursuite d'études. Voilà, donc ça c'est important. Il existait un master qu'on a renouvelé. Le master s'appelle maintenant, il a 2 branches. Il s'appelle maintenant Childhood and Citizenship Studies, c'est-à-dire études sur l'enfance et la citoyenneté. On est parti en fait des spécialités de recherche des enseignants-chercheurs. Donc moi je suis plutôt en littérature de jeunesse. J'ai plusieurs collègues qui travaillent sur la citoyenneté. Donc ça, c'est une branche qui est un petit peu plus, on va dire, orientée recherche, mais de toute façon, il y a toujours de la recherche dans le master. Et une autre branche qui est la branche plurilinguisme et interaction culturelle, qui peut être une poursuite d'études pour les étudiants de LEA, par exemple, où ils continuent à pratiquer toute leur langue. Et il y a aussi la possibilité de faire une formation pour être formateur d'enseignants de FLE. J'ai pas répondu à toute votre question. C'était quoi l'autre partie ? Sur la poursuite d'études. La poursuite d'études, voilà. Donc ce master, en fait, vise. Il y a aussi la possibilité de faire un master qui jusque-là s'appelle MEF, donc pour enseigner l'anglais. Là, on est en pleine réforme, donc on va passer d'un
CAPES Bac plus 5 à un CAPES Bac plus 3. Donc on a cette année les étudiants qui passent le CAPES Bac plus 5 et Bac plus 3. Et effectivement, de toute façon, même ceux qui passent le CAPES Bac plus 3 passeront à un master, continueront en master après. Donc ça, il est en cours de développement. Nous, notre master au sein du département, vraiment, c'est un master qui va former les étudiants à un haut niveau pour qu'ils puissent avoir des postes de cadre, par exemple, dans l'administration ou dans tout ce qui est ingénierie au niveau international, travailler dans les ONG, voilà, ce genre de choses. Merci à vous, Virginie Douglas. Je voudrais juste, si je peux dire juste Allez-y. un petit mot sur le fait, parce qu'on n'a pas parlé d'animation, je pensais que vous m'en parlerez, mais c'est moi qui étais trop très bavarde. vite. Et en anglais, c'est très important parce que c'est pas juste une langue, c'est une culture. Et donc, on a un nouveau bureau des étudiants dans le département d'anglais qui organise plein de choses, justement plus festives, mais en rapport avec la culture anglophone. Voilà, je voulais en parler. Et comme vous employez le mot culture, eh bien on va parler de culture là dans quelques instants. Merci à vous, Virginie Douglas. Merci à vous. Et puis les portes ouvertes sont là aussi pour continuer Oui, bien sûr. de présenter la formation.